ChatGPT. ChatGPT. Chatbot GTP. Le 30 novembre 2022, OpenAI présente une révolution, ChatGPT. Le monde entier est sous le choc, le modèle est extrêmement puissant, mais ChatGPT n'est qu'un leurre. Une minuscule pièce d'une révolution beaucoup plus fondamentale qui promet de redéfinir intégralement le monde dans lequel on vit, l'intelligence artificielle générale. En ce moment même, de l'autre côté de l'Atlantique, OpenAI et d'autres géants de la technologie se livrent une guerre sans merci pour développer le plus rapidement possible ce qui s'annonce être la plus grande invention de l'histoire de l'humanité, mais peut-être également la pire. Que s'est-il passé chez OpenAI ? Comment une petite équipe de 8 chercheurs, d'abord déterminés à protéger l'humanité des dérives de la technologie, a-t-elle pu évoluer en une multinationale inquiétante dirigée par un homme dont l'unique objectif est d'inscrire son nom dans les livres d'histoire ? Aujourd'hui, pour le 7e long format sur la chaîne, on se plonge dans l'histoire assez dingue d'OpenAI, l'entreprise qui va sûrement avoir le plus d'influence sur nos vies dans les décennies qui vont suivre. Entre conflits d'intérêts, milliards de dollars en jeu et menaces sérieuses pour la survie de notre espèce, pour tout comprendre, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Opal. Cette vidéo est rendue possible grâce au sponsor de cette vidéo, Trade Republic. Trade Republic, c'est la plus grande plateforme d'épargne en Europe qui compte plus de 4 millions de clients répartis dans 17 pays différents. Leur mission, c'est démocratiser l'accès aux marchés financiers en simplifiant l'épargne, l'investissement et les dépenses. Avec Trade Republic, vous n'avez plus besoin d'être un expert financier pour faire fructifier votre argent, vous pouvez le faire directement depuis le creux de votre main sur votre téléphone. Si je vous parle de Trade Republic aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle offre super intéressante, leur toute nouvelle carte de débit Mirror, une carte Visa en acier vraiment magnifique. Ce qui est vraiment cool avec la carte Mirror, c'est qu'elle vous permet de dépenser tout en épargnant. Avec cette carte, chaque paiement vous permet de récupérer 1% de Saveback qui est automatiquement réinvesti dans le plan épargne de votre choix, actions, ETF ou même crypto. Mais c'est pas tout, l'un des plus gros atouts de Trade Republic, c'est leur compte rémunéré à 3,25% d'intérêt par an, basé sur le taux de la Banque Centrale Européenne. Grâce à votre argent sur votre compte Trade Republic, vous gagnez des intérêts tous les mois et ils calculent vos gains chaque jour sur un montant allant jusqu'à 50 000 € sans condition. Pour finir, sachez que Trade Republic est une banque régulée avec une licence bancaire délivrée par la BaFin et la Bundesbank, l'équivalent de l'AMF en Allemagne, donc c'est safe et ça vous garantit une protection de vos fonds jusqu'à 100 000 €. Bref, si vous cherchez une façon simple et sécurisée d'épargner, Trade Republic est la solution idéale. Si vous souhaitez en savoir plus ou profiter des services de Trade Republic, cliquez sur mon lien en bio ou téléchargez directement l'application. Un grand merci à Trade Republic de soutenir mon travail. Pour bien comprendre toute l'histoire que je vais vous raconter, il faut retourner en 2010, en plein cœur du creuset de la technologie américaine, la Silicon Valley. Dans la région, depuis une dizaine d'années, les révolutions se succèdent, moteurs de recherche, smartphones, réseaux sociaux, chacune redéfinissant un peu plus notre façon de vivre et de communiquer. Mais comme souvent sur ce territoire, on est constamment à la recherche de la nouvelle invention qui va changer le monde. Au début des années 2010, le sujet qui commence à largement faire parler de lui, c'est l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle a connu de nombreuses avancées dans les années 80, avec notamment les travaux d'un certain Geoffrey Hinton, considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle moderne, très vite la technologie s'est heurtée à un plafond de verre. Les systèmes d'IA fonctionnaient relativement bien pour des tâches simples, mais dès qu'il s'agissait de domaines plus complexes, les résultats stagnaient. Arrivé au milieu des années 2010, un changement radical secoue le secteur, une avancée spectaculaire vient briser ce plafond de verre. À ce moment-là, le deep learning fait son apparition, une toute nouvelle manière de penser une intelligence artificielle qui imite le processus de traitement du cerveau humain, et les résultats sont bluffants. Des startups comme par exemple DeepMind vont rapidement attirer l'attention avec des démonstrations impressionnantes, ils développent des modèles qui montrent une compréhension des jeux d'arcade bien au-delà de ce que l'on pensait possible, et surtout, grâce au deep learning, leur IA s'améliore toute seule en jouant contre elle-même et en optimisant sa stratégie à chaque partie. C'est simple, l'IA progresse sans l'intervention d'un être humain. C'est une révolution fondamentale et une entreprise en plein cœur de la Silicon Valley va saisir le potentiel de cette révolution. Cette entreprise, ce n'est pas n'importe qui, c'est Google. Dès 2014, Google rachète DeepMind pour 400 millions de dollars et intègre la startup à Google Brain, l'énorme laboratoire de recherche en intelligence artificielle de la firme américaine. Google ne va pas s'arrêter en si bon chemin, ils vont également réussir à mettre la main sur l'équipe de Geoffrey Hinton, rappelez-vous le parrain de l'intelligence artificielle dans les années 80, et dans son équipe, il y a un élément très particulier, clé dans notre histoire, il s'appelle Ilya Sutskever. Alors, Ilya Sutskever, c'est vraiment un énorme crack de l'intelligence artificielle. Pendant ses études à l'université de Toronto, où il a fait la rencontre de Geoffrey Hinton qui était son prof, il a développé AlexNet, un programme informatique qui utilise une fois de plus le deep learning et qui lui va permettre de reconnaître des objets dans des images. Reconnaissance faciale, voiture autonome, filtre chien sur Snapchat,
vous avez du AlexNet tous les jours entre vos mains. Ilya Sutskever, il a développé AlexNet dans sa chambre d'internat pendant qu'il était encore à la fac. Bon, vous voyez le style, Ilya, c'est un vrai petit génie. Bref, tout ce petit monde extrêmement talentueux se retrouve donc à travailler ensemble chez Google, et avec les moyens quasiment illimités de la firme et leurs super ordinateurs à la puissance de calcul démentielle, les avancées ne tardent pas à arriver. Chez Google, on commence à entrevoir la possibilité à terme de créer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire de créer une intelligence artificielle capable de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des tâches variées, comme un être humain lambda pourrait le faire, et pas seulement sur un jeu d'arcade. J'imagine que vous commencez à comprendre les enjeux. L'intelligence artificielle à l'aube de l'année 2015, ce n'est plus seulement une curiosité technologique parmi tant d'autres, c'est l'enjeu brûlant qui promet de transformer radicalement l'avenir de l'humanité et de faire basculer les équilibres du pouvoir. Une révolution bien plus fondamentale que Facebook ou l'iPhone, plus importante même que la découverte du feu et de l'électricité, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Sundar Pichai lui-même, le PDG de Google. I've said this before, AI is one of the most profound things we are working on humanity, as humanity. It's more profound than fire or electricity or any of the other bigger things we have worked on. Vous l'aurez compris, la première entreprise qui arrivera à créer une intelligence artificielle générale raflera toute la mise, et elle promet d'être colossale. À ce moment-là, dans la Silicon Valley, de nombreux entrepreneurs de la région voient donc d'un très mauvais œil l'avance considérable de Google. C'est notamment le cas d'un certain Elon Musk, qui dénonce à plusieurs reprises la trop forte concentration de cette technologie fondamentale chez une seule et unique entreprise privée. At the time, Google, especially after their acquisition of DeepMind, had 3/4 of the world's AI talent. They had obviously a lot of computers and a lot of money. So it was a unipolar world for AI. En coulisses, un petit groupe se forme pour préparer une contre-attaque, mais ils vont avoir un coup de pouce du destin. Google va faire une énorme erreur. Pour bien comprendre cette erreur, il faut s'intéresser à la personnalité des chercheurs en intelligence artificielle. Les chercheurs en IA, plus que quiconque, ils sont conscients qu'une intelligence artificielle générale mal développée et mal contrôlée, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Parce que, en gros, une intelligence artificielle générale mal maîtrisée qui deviendrait largement supérieure aux êtres humains, eh bien, elle s'en foutrait complètement de nous. Ce serait un peu comme le rapport que l'on entretient avec les animaux. L'être humain ne déteste pas forcément les animaux, mais lorsqu'on doit construire une autoroute entre deux villes, eh bien, on ne demande pas la permission aux animaux pour raser la forêt dans laquelle ils vivent. Pour une intelligence artificielle générale qui serait bien supérieure à l'être humain, c'est exactement pareil, elle ne détesterait pas foncièrement les êtres humains, mais si à un moment donné elle décide de raser l'intégralité de la planète pour un projet qu'on ne serait même pas en mesure de comprendre, eh bien on est foutu. C'est pourquoi tous les chercheurs en intelligence artificielle, bien qu'ils œuvrent au développement de cette technologie, une part importante de leur travail consiste à trouver des solutions pour justement rendre ces avancées sécurisées, sans le risque qu'un jour elles nous réduisent en poussière pour on ne sait quel projet. C'est ainsi que la plupart des ingénieurs qui ont été recrutés par Google à l'époque, comme Ilya Sutskever par exemple, eh bien ils ont exigé des clauses d'éthique dans leur contrat. C'est simple, leurs découvertes ne doivent pas nuire à l'être humain, et l'intelligence artificielle doit être développée de manière ultra sécurisée. J'imagine que vous voyez la chose venir. Qu'est-ce qu'a fait Google à ce moment-là? Eh bien, ils ont utilisé les avancées en IA du Google Brain pour des programmes de surveillance de masse du gouvernement américain, révélés notamment en 2013 par Edward Snowden. Pour la plupart des chercheurs du Google Brain, ça a été le point de non-retour. Un seul et unique groupe privé soumis aux intérêts de ses actionnaires et de pression politique ne peut pas concentrer une technologie si fondamentale en son sein. Il faut réagir vite, la révolution va se préparer ici, au Rosewood Hotel à Palo Alto. En décembre 2015, un dîner au sommet y est organisé, les plus grosses pointures de la Silicon Valley sont invitées. Autour de la table, on retrouve Peter Thiel, cofondateur de PayPal et dieu vivant de la Silicon Valley. Son fait d'armes le plus marquant, c'est sûrement d'avoir été le premier à investir dans Facebook à l'époque. Il y a également Reid Hoffman, milliardaire et cofondateur de LinkedIn, Greg Brockman, cofondateur de Stripe, le processeur de paiement le plus utilisé sur Internet aujourd'hui. Bien évidemment, Elon Musk est également présent, Tesla, SpaceX, tout ça. Mais il y a aussi Ilya Sutskever, le petit génie de l'IA, ingénieur chez Google et créateur d'AlexNet. Autour de la table, il reste une dernière personne que je ne vous ai pas encore présentée. C'est lui qui a réuni tout ce beau monde autour de la table. Pour cause, il a le numéro de tout le monde dans la Silicon Valley parce qu'il dirige l'une des organisations les plus influentes sur ce territoire, Y Combinator. Ce mystérieux personnage, il s'appelle Sam Altman. On va s'attarder un petit peu sur lui parce que c'est le personnage principal de notre histoire. Sam, c'est l'archétype du petit génie de la Silicon Valley. Passé par l'université de Stanford, Sam monte en sortie d'études une première start-up, Looped, un réseau social basé sur la géolocalisation, et c'est comme ça qu'il va faire la connaissance de l'accélérateur de start-up Y Combinator.
Bon, à l'époque, Y Combinator, ce n'est qu'une petite structure qui se donne une mission simple, aider les petites startups à se développer, en leur prodiguant des conseils, un accès au financement facilité et leur permettre de développer leur réseau. En échange de tous ces services, Y Combinator ne demande non pas une participation financière, mais un petit pourcentage des parts des entreprises qui rejoignent son programme. Ainsi, quand des entreprises comme Airbnb, Reddit ou encore Twitch rejoignent le programme de Y Combinator au milieu des années 2010 et sont valorisées à plusieurs milliards de dollars seulement quelques années plus tard, et bien chez Y Combinator c'est la ruée vers l'or. L'organisation se retrouve avec des participations colossales dans la plupart des grosses entreprises de la Silicon Valley, et en seulement quelques années, l'incubateur de start-up devient l'un des organes les plus riches et les plus influents de la région. Sam Altman, avec sa start-up Looped, il a également rejoint le programme de Y Combinator au début des années 2010, mais Sam il a été très malin, il a vite senti le potentiel assez dingue de l'incubateur. Il s'est donc rapproché au maximum de Paul Graham, le fondateur historique de Y Combinator, à tel point que ce dernier va devenir son mentor et même nommer Sam directeur de Y Combinator à son départ en 2014. Paul Graham, il a beaucoup d'admiration pour Sam Altman, il le considère comme extrêmement brillant, et surtout il a à plusieurs reprises dressé un portrait assez intéressant de Sam qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus sa personnalité. Je cite Paul Graham: Sam Altman, c'est une personnalité à part. Vous pourriez le jeter sur une île remplie de cannibales. Vous revenez 5 ans plus tard sur cette même île, il aura réussi à fédérer tout le monde et il sera le roi de la tribu. En définitive, Paul Graham, il dit que Sam Altman, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour devenir puissant au sein d'un groupe d'individus. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Bon, et bien voilà, les principaux protagonistes sont présentés, le contexte est posé. Bon, je comprends si c'est encore un peu flou, mais ne vous inquiétez pas, tous les éléments que je vous ai présentés vont tous s'imbriquer entre eux très rapidement. Est-ce qu'on retournerait pas à notre dîner au Rosewood Hotel? Eh bien si, autour de la table donc Peter Thiel, Reid Hoffman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever et Sam Altman. Autour de la table, le constat est simple. Une fois de plus, une révolution aussi fondamentale que l'intelligence artificielle ne peut pas et ne doit pas être détenue exclusivement par une seule entreprise privée, en l'occurrence Google. Pour Elon Musk, Sam Altman et les autres pointures présentes, l'IA doit rester accessible, contrôlée par une entité qui défend des intérêts bien plus larges, et surtout, elle doit avoir une véritable visée philanthropique, pro-humaine, sinon le monde va courir à sa perte. C'est donc autour de ce dîner qu'un projet d'envergure voit le jour, une organisation d'un genre nouveau qui va avoir pour but de redéfinir la place de l'intelligence artificielle dans notre société. Cette organisation s'appellera OpenAI. Fin 2015, la nouvelle équipe d'Avengers d'OpenAI se met en place. Sam Altman et Elon Musk prennent les rênes en tant que co-CEO, tandis qu'Ilya Sutskever quitte Google et prend la tête de l'équipe de recherche. Comme évoqué lors du dîner au Rosewood Hotel, les intentions de l'entreprise sont claires. OpenAI se positionne comme une alternative radicale aux géants de la tech. OpenAI est une réponse directe aux dérives de Google sur l'intelligence artificielle. Pour figer cette volonté dans le marbre, OpenAI opte pour un modèle open source et se donne pour mission de partager l'intégralité de ses découvertes afin que les avancées en IA profitent à tous. Dans leur manifeste, on peut même lire: OpenAI est une organisation de recherche en intelligence artificielle à but non lucratif. Notre objectif est de faire progresser l'intelligence numérique de manière à maximiser les bénéfices pour l'humanité sans être contraint par la nécessité de générer un retour financier. Voilà qui a le mérite d'être clair. Pour verrouiller cette ambition sur le long terme, le conseil d'administration d'OpenAI est volontairement composé à majorité de chercheurs engagés pour le bien commun, comme Ilya Sutskever par exemple. The goal of OpenAI from the very beginning has been to make sure that artificial general intelligence benefits all of humanity. Ce conseil d'administration, c'est le garde-fou essentiel pour éviter que la mission de l'entreprise ne dévie vers des intérêts financiers dans le futur. Pour garantir l'indépendance et l'autonomie financière de la structure, Elon Musk promet un financement à hauteur d'1 billion de dollars sur 5 ans. D'autres investisseurs, comme Peter Thiel ou Reid Hoffman, séduits par cette promesse d'une IA responsable, apportent également leurs fonds. OpenAI s'installe dans un bureau à San Francisco et le travail commence. Les débuts d'OpenAI sont plutôt calmes, l'équipe se consacre entièrement à la recherche, de nombreuses expériences sont menées. Parmi les projets d'études, des IA capables de résoudre des Rubik's Cube ou encore des IA entraînées à jouer au jeu Dota 2 au niveau professionnel. L'idée est d'utiliser des environnements complexes pour développer des intelligences polyvalentes capables de s'adapter en temps réel. Bref, c'est une période d'expérimentation. 2 ans plus tard, en 2017, une révolution frappe une fois de plus le domaine de l'intelligence artificielle. Des chercheurs du Google Brain publient un article intitulé Attention is all you need, un article qui va faire grand bruit. Pour cause, il introduit une nouvelle architecture d'intelligence artificielle nommée Transformer. Contrairement au modèle traditionnel, les Transformers permettent de traiter des quantités massives de données non structurées, permettant aux IA d'apprendre de manière plus autonome sans avoir besoin de données minutieusement étiquetées. Bon, c'est ultra complexe, c'est des maths de très très haut niveau, mais en gros, avec l'architecture Transformer, une IA a désormais la capacité de parcourir tout Internet pour s'entraîner, en absorbant une quantité colossale de données en continu, en totale autonomie, sans l'intervention d'un être humain.
c'est une fois de plus une révolution. Mais le seul problème de cette nouvelle architecture, c'est que ça demande une capacité de calcul absolument démentielle. Chez OpenAI, si on veut rester dans la course, il faut donc maîtriser cette toute nouvelle architecture révolutionnaire, mais ça va pas du tout se passer comme prévu, les conflits d'intérêts vont commencer. Elon Musk, malgré son soutien initial presque philanthropique, souhaite maintenant prendre davantage de contrôle au sein de la structure et envisage même de rapprocher OpenAI de Tesla. Tout ça pour une raison simple, l'architecture Transformer, c'est ce qui va permettre à une intelligence artificielle générale d'émerger à l'horizon 2030 et non pas à l'horizon 2100 comme c'était initialement prévu. Pour Elon Musk, cette perspective est beaucoup trop alléchante, il va y avoir beaucoup d'argent en jeu et dans très peu de temps. Elon Musk, il est malin, il sait bien que si OpenAI veut rivaliser avec Google sur l'architecture Transformer, ça va coûter très cher, il va falloir investir dans des superordinateurs ultra puissants pour entraîner les modèles d'OpenAI, il est le principal donateur de l'organisation, donc sans lui, il ne se passe plus rien, et il va donc se servir de ce levier pour négocier plus de pouvoir au sein de l'organisation. Une idée qui, vous l'imaginez, ne plaît pas du tout à l'équipe de recherche, qui voit d'un très mauvais œil ses intérêts financiers qui commencent à rentrer en collision avec la course au développement d'une intelligence générale. Craignant un manque de stabilité sous la direction de Musk, le conseil d'administration résiste, Elon Musk est alors écarté du projet OpenAI. Bon, vous l'imaginez, il emporte avec lui une grande partie de ses promesses de financement. Au bout de 3 petites années, l'idylle entre Musk et OpenAI touche déjà à sa fin. À ce moment-là, OpenAI est au plus bas, l'organisation est fauchée, et surtout, elle vient de perdre sa figure publique la plus emblématique. Dans ce chaos ambiant au sein d'OpenAI, il y en a quand même un qui va très bien jouer ses cartes, c'est Sam Altman. Et oui, si vous avez bien suivi, avec le départ de Musk, Sam devient le seul et unique CEO de l'organisation. En vrai leader, Sam va remobiliser ses troupes, en même temps il va donner une énorme garantie de sa fidélité à OpenAI, il décide d'abandonner totalement son poste de président chez Y Combinator qu'il avait conservé en parallèle. Dans la Silicon Valley, tout le monde est étonné par ce choix de carrière assez étonnant. Sam quitte l'organe le plus puissant de la Silicon Valley pour se concentrer sur OpenAI, qui est à ce moment-là encore un petit laboratoire de 10 personnes. C'est assez étonnant, mais je pense que vous commencez à comprendre un peu comment fonctionne ce fameux Sam Altman. Il a de la vision, s'il fait ça c'est pas pour rien, il a sûrement vu des choses qui lui ont fait penser que c'était la bonne chose à faire. C'est officiel le 12 mars 2019, Sam Altman est maintenant tout seul à la tête d'OpenAI. Le loup dirige maintenant tout seul la bergerie. Bon, je vous résume la situation. La rupture avec Elon Musk a laissé OpenAI dans une situation financière délicate, pour ne pas dire catastrophique. La jeune organisation se retrouve avec des coûts de recherche et développement colossaux à financer, sans son principal mécène. Sam Altman est alors seul à la tête de l'organisation, et en mars 2019, il va faire son premier coup d'éclat et pas des moindres. Il annonce qu'OpenAI va ouvrir son capital aux investisseurs, assez étonnant pour une entreprise à but non lucratif. Pour ne pas se mettre toute son équipe de recherche à dos, et donc le conseil d'administration d'OpenAI, Sam pose des conditions. Il fait migrer l'entreprise vers un modèle à but lucratif plafonné, c'est-à-dire un modèle où les profits des investisseurs sont limités. Sur le papier, ça ressemble à ça. En gros, ça permet aux investisseurs de recevoir une partie des bénéfices de la société jusqu'à un maximum de 100 fois la mise de départ. Ça permet de garantir que l'objectif premier de l'entreprise reste l'intérêt commun et pas seulement les bénéfices des actionnaires. En tout cas en théorie. Bon, c'est très flou, on sait pas trop comment Sam a réussi à convaincre Ilya Sutskever et son équipe de recherche d'accepter ça. À ce moment-là, l'argument principal de Sam Altman pour ne pas perdre la face devant eux, c'est le suivant. Il ne fait que de répéter que de toute façon, il n'a aucune part dans OpenAI, donc aucun intérêt financier personnel à la venue d'investisseurs extérieurs. You make a lot of money, do you? No. I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. Il dit que s'il a pris cette décision, c'est uniquement pour la pérennité de l'entreprise et pour pouvoir poursuivre les recherches. Avec cette restructuration, un investisseur extérieur ne va pas tarder à se manifester. Seulement 2 mois plus tard, en juillet 2019, une petite entreprise du nom de Microsoft injecte $1 milliard dans OpenAI et lui offre un accès à Azure, sa plateforme de cloud computing ultra puissante propulsée par de nombreux superordinateurs, idéal pour entraîner des modèles d'IA Transformer. Voilà, OpenAI, fondé en réaction à la mainmise de Google sur l'intelligence artificielle, se jette dans les bras de l'autre titan de la Silicon Valley seulement 4 ans après sa fondation, une situation qui porte presque à sourire, que ne manque pas de souligner Elon Musk. Dès lors, la petite équipe d'OpenAI s'élargit et la cadence s'accélère. Avec l'afflux de capitaux et la puissance de calcul fournie par Azure, OpenAI passe à la vitesse supérieure, les projets se multiplient et les ambitions prennent forme. Grâce à cette alliance avec Microsoft, les résultats ne tardent pas à arriver. OpenAI développe des modèles de plus en plus sophistiqués, avec une capacité d'analyse et de traitement du langage qui laisse tout le monde bouche bée. Les premières démonstrations en interne montrent un potentiel énorme, mais personne n'est encore vraiment prêt pour ce qui va suivre. Après 2 ans de développement acharné et 7 ans après sa création, le 30 novembre 2022, OpenAI s'apprête à rendre public son tout premier produit pensé pour une diffusion à grande échelle. Il s'appellera Chat Generative Pre-trained Transformed, Chat GPT.
1 million d'utilisateurs en 5 jours. ChatGPT sait rédiger, converser et même répondre à des questions complexes comme si c'était presque naturel. Dans le monde entier, c'est la stupeur, les experts en IA sont sidérés par ce modèle. Vous vous rappelez de l'architecture Transformer? Eh bien, c'est cette innovation qui a permis à des modèles comme ChatGPT d'être créés. ChatGPT a pu assimiler des milliards de phrases issues de livres, d'articles de journaux, de pages Wikipédia et même de forums pour créer un modèle capable de générer des textes cohérents, bluffants même, et répondre à une grande variété de questions avec une précision assez impressionnante. ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois, des chiffres complètement hallucinants. Facebook a mis 4 ans à atteindre le même stade. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sam Altman, lui, pense être à son prime. En seulement 1 an, il passe d'un homme avec une petite notoriété dans l'écosystème tech à une superstar internationale. Il s'impose comme le boss de l'IA dans le monde entier. Il est invité partout pour donner des conférences. Il traite avec les puissants. Et il est même nommé CEO de l'année par le prestigieux Times. On est en 2023. Tout semble donc aller pour le mieux pour Sam Altman. Mais je pense que vous vous en doutez, du jour au lendemain, tout va s'écrouler. This is a stunner in some respects, Steve. Yeah, Sam Altman is out as CEO of OpenAI. We just got this announcement. Sam Altman est destitué de son poste de CEO le 17 novembre 2023. L'annonce fait l'effet d'une bombe, il faut dire qu'absolument personne ne s'y attendait, même pas le principal intéressé. Sam est à ce moment-là au Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas pour le week-end. Il se connecte sur un Google Meet où il devait retrouver Ilya Sutskever pour une réunion de routine. Il se retrouve finalement devant tout le board d'OpenAI qui lui fait part de la nouvelle fracassante. Dans la presse, le board d'OpenAI justifie leur décision en disant que, je cite, « Ils ont découvert que Sam Altman n'avait pas été constamment transparent dans ses communications avec eux. Bon, c'est très flou, c'est pas un motif de destitution valable, donc il s'est forcément passé autre chose. » À ce moment-là, d'après de nombreuses sources proches de l'entreprise, le mal est beaucoup plus profond que cela et remonte en fait à la décision de Sam d'ouvrir le capital d'OpenAI en 2019. Microsoft serait beaucoup plus influent dans l'alliance que ce que l'on croit, notamment à cause des fonds colossaux injectés par l'entreprise et surtout de la dépendance d'OpenAI à Azure pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Donc sans Microsoft, pas de ChatGPT. Microsoft, c'est un groupe privé. Toutes les préoccupations vis-à-vis de la sécurité au sein des équipes d'OpenAI, eux, ils s'en moquent. Ils ont tout intérêt à pousser le plus vite possible le développement d'une super intelligence pour rafler la mise. En définitive, le succès de ChatGPT a masqué un brasier interne qui, après des années à se propager, a fini par tout faire exploser. Dès lors, la guerre est déclarée et c'est bien là que la force numéro 1 de Sam Altman va être pour la première fois très palpable. Dès l'annonce de sa destitution, Microsoft transmet instantanément son soutien à Sam, comme par hasard, mais ce qui étonne encore plus, c'est les quelques 700 employés d'OpenAI qui vont prendre d'énormes risques en défiant frontalement le conseil d'administration. Dès le lendemain de sa destitution, 747 des 770 employés d'OpenAI signent une lettre ouverte en menaçant tout bonnement de démissionner si le conseil d'administration ne revient pas sur sa décision. Ça a le mérite d'être clair, Sam, en stratège redoutable, a su au fil du temps tisser des liens profonds avec les employés d'OpenAI, un vrai roi des cannibales entouré d'une équipe prête à le défendre coûte que coûte. Vous l'imaginez, ce soutien massif contribue à mettre une pression énorme sur le conseil d'administration et c'est le facteur clé qui va provoquer le deuxième événement majeur de la semaine qui va avoir lieu seulement 5 jours plus tard. Sam Altman est réintégré à la tête d'OpenAI et le conseil d'administration responsable de son éviction est dissous. C'est officiel le 22 novembre, l'ancien board, composé entre autres d'Ilya Sutskever ou encore d'Hélène Toner, des chercheurs orientés vers l'éthique, est remplacé. Un nouveau board bien plus acquis à la cause de Sam Altman est alors nommé. Fini les garde-fous, le nouveau conseil d'administration compte désormais des partisans d'une vision beaucoup plus libérale de l'économie. Dedans, on y retrouve Bret Taylor, ex-CEO de Salesforce, ou encore un certain Larry Summers, ancien ministre des Finances des États-Unis et ex-président d'Harvard. Un board donc bien moins préoccupé par l'éthique que l'ancien et beaucoup plus en faveur d'une accélération de la recherche vers une intelligence artificielle générale. À ce moment-là, la majorité des chercheurs à la genèse du projet OpenAI claquent la porte. Ilya Sutskever annonce son départ et dévoile quelques semaines plus tard son nouveau projet, entièrement dédié à la sécurité autour de l'intelligence artificielle, Safe Super Intelligence, le nom parle pour lui-même. Les grands gagnants de ce feuilleton, c'est donc bien évidemment Microsoft, qui renforce encore plus sa position au sein d'OpenAI, mais surtout évidemment Sam Altman, il en ressort plus puissant que jamais, avec un pouvoir énorme sur la direction stratégique de l'entreprise, avec ce board acquis à sa cause. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour ressentir les premiers effets de ce revirement. Il y a 1 mois seulement, OpenAI a annoncé devenir une société à but lucratif à part entière, fini le modèle hybride, des profits capés. Cette annonce en cachait une autre. Pour poursuivre ses avancées, OpenAI a réalisé une levée de fonds record de 6,6 milliards de dollars sur une valorisation globale de 157 milliards de dollars. Dans cette opération toujours en cours, Bloomberg a annoncé que Sam Altman devrait récupérer 7% des parts d'OpenAI, soit la coquette somme de 10 milliards de dollars. You make a lot of money, do you? No. I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. Bon, si ça se fait, Sam il aura vraiment enfumé tout le monde, du début à la fin. It seems weird that something can be
a non-profit open source and somehow transform itself into a for-profit closed source. I mean, this would be like let's say you funded an organization to save the Amazon rainforest, and instead they became a lumber company and chopped down the forest and sold it for money. And you'd be therefore like, well, wait a second, that's the exact opposite of what I gave the money for. Yeah. Is that legal? That doesn't seem legal. Voilà la situation actuelle, OpenAI est désormais armé jusqu'aux dents. Bien plus qu'un simple laboratoire idéaliste en quête de transparence et d'ouverture, c'est aujourd'hui un géant de la Silicon Valley. Avec Microsoft à ses côtés, un board taillé pour la conquête et Sam Altman aux commandes, l'entreprise se dirige résolument vers l'objectif ultime. Nous sommes en train de construire Dieu, répète régulièrement Sam Altman. On est aujourd'hui au départ d'une véritable course à l'armement, digne du projet Manhattan dans les années 40. Dans cette course, OpenAI n'est pas seul. Sur la ligne de départ, Meta, Google, Anthropic, mais aussi des gouvernements, Chine, Russie, États-Unis. Qui y arrivera en premier, seul l'avenir nous le dira, mais c'est bien OpenAI qui semble avoir fait le meilleur départ. OpenAI, c'est l'histoire d'un projet profondément humain et éthique qui s'est fait rattraper comme trop souvent par les obligations financières et les enjeux de gouvernance. Il y a une autre entreprise américaine où il s'est passé la même chose, une entreprise où les financiers ont pris le pouvoir sur les scientifiques. Je l'ai également traité sur ma chaîne si ça vous intéresse. Cette entreprise, elle s'appelle Boeing. Chez Boeing, ça s'est terminé dans le sang. Espérons qu'avec OpenAI, ça ne se termine pas, tout court. Voilà, c'est la fin de ce 7e format long sur la chaîne. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup pour développer la chaîne. Un grand merci à ceux qui le feront. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau format long. Ciao.